Bien, bonjour à tous et merci d'être là, nombreux, pour cette convergence poétique et un petit peu particulière cette année puisque nous présentons Terra da Colta avec un titre en soutanac, c'est sympa pour un Capigoursino qui a coordonné l'ouvrage d'avoir mis un titre à la Norbert. Je sens la touche de Norbert Paganelli quand même sur cette Terra da Colta. Bien, Jean-Pierre Santini donc a coordonné cet ouvrage collectif de 35 auteurs dont le thème est de lutter. C'est un combat permanent contre le racisme et la xénophobie. C'est un ensemble de textes entre l'essai et le poème, en passant par le récit, parfois autobiographique, parfois de fiction. Enfin, en tout cas, c'est un florilège tout à fait intéressant avec des historiens, des écrivains, des poètes, etc. Jean-Pierre, tu peux nous dire un petit peu dans quelles circonstances rapides cet ouvrage est né? Fonctionne ça, oui. Il devrait, je pense, ou je lui donne le mien. Mais Oui, ça marche. beaucoup de personnes qui sont là, évidemment, tout le monde le sait, mais il y a des circonstances, des événements particuliers qui ont fait que je me suis engagé dans cette affaire-là avec 35 ou 34 auteurs. C'est que dans les 6 derniers mois de l'année, en commençant par l'école de 2015, en commençant par l'école de Prunelli-Joumeau, qui était un peu avant, ça a commencé là. Et puis ensuite, en septembre, octobre, novembre et décembre, où ça a été vraiment le summum, c'est-à-dire les événements d'Ajaccio dans le jardin de l'Empereur, il y a eu avant des manifestations, des présences physiques, parce que tant qu'on voit circuler des mots dans les bars, dans les bistrots, sur Facebook, parce que là, c'est un déchaînement. Et pour ceux qui font du théâtre, d'ailleurs, c'est intéressant de regarder ce qui se passe sur Facebook, parce que là, il y a des pièces qui sont déjà toutes écrites. Et notamment, j'en signalerai une à propos d'un bateau qui s'approchait des côtes de Corse, dans le détroit de la Sardaigne, là. Et on pensait que c'était des immigrants qui devaient débarquer comme ça, impromptu en Corse. Et il a là une série de réactions que même un auteur de talent aurait de la peine à imaginer, hein. Bon, ça allait très très loin. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai naturellement capté tout ça. Et un jour, s'il y en a qui veulent le jouer, ça sera intéressant. Parce que là, on voit comment la peur naît d'une menace qui s'approche, mais une menace fantasmée. Parce qu'en fait, le bateau, c'était tout simplement un bateau qui transportait des ferrailles, hein. Mais c'était dans cette période où il y a eu à la fois des événements à Bastia en septembre, qui ont été événements à Bastia, on a vu une manifestation devant la préfecture, avec des mots d'ordre racisants, avec des gens qui ne cachaient pas leur appartenance au bloc identitaire, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus extrême à l'extrême droite. Ensuite, on a vu des gens qui sont intervenus à Ajaccio, une trentaine de personnes, pour empêcher qu'il y ait une prière musulmane sur un champ de sport que le maire avait attribué volontiers, naturellement, aux gens qui voulaient faire leur prière en public, comme ça se fait pour les autres religions, sans doute. Ils ont réussi à empêcher ça. Ensuite, il y a eu l'invasion d'une réunion de la CIMAD. La CIMAD, c'est une vieille organisation qui date de la guerre, de la dernière guerre, et qui permettait d'accueillir les réfugiés de toute l'Europe qui le souhaitaient, enfin, faciliter leur accueil dans les pays où ils avaient besoin d'être reçus. Elle a été envahie par un groupe d'une vingtaine de personnes qui ont empêché la réunion en diffusant les mêmes idées. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper d'abord de nous et non pas de ceux qui arrivent. Enfin, c'est toujours la même chose, hein. On va s'occuper de nous et pas de ceux qui arrivent. Ensuite, il y a eu à Bastia, à l'occasion du 13 novembre, une invitation à venir au lendemain des événements de Paris par un groupe qui s'appelait Vigilance Nationale Corse. Ce groupe-là a invité les gens à venir. Il s'est retrouvé sur la place près de 200 personnes, mais parmi les 200 personnes, la moitié sont venus de bonne foi, croyant qu'il s'agissait d'une réaction de compassion, en quelque sorte, à la journée du 13. Pas du tout. Ce groupe-là, Vigilance de la Nation Corse, a diffusé des idées mais fascisantes comme c'est pas possible, et de rejet. Il est à nouveau intervenu au Jardin de l'Empereur un mois plus tard. On a vu des t-shirts. Ce groupe est dissous aujourd'hui. Et ce groupe n'existe plus. Il s'est autodissous, mais on se demande parfois l'autodissolution sert à mieux continuer le travail idéologique, je dirais, par d'autres moyens, c'est-à-dire par Facebook et le reste. Vous avez aussi naturellement sur Facebook ce qu'on appelle la fachosphère, parce que là on a réussi à la fachosphère aussi, où vous avez des sites qui sont honteux quand vous les lisez, quoi. Souvent ils sont très bien écrits. C'est pas n'importe qui les écrit. Je vous assure que le site de Patrianos, si vous ne le connaissez pas, allez faire un tour dessus et vous verrez que ce ne sont pas des imbéciles. Ce sont des gens qui se sont formés idéologiquement à des auteurs qui sont d'origine russe, de plusieurs origines européennes et qui diffusent ces idées très lentement.
Et vous savez que quand la bataille idéologique est gagnée, ensuite, et c'est pour ça que l'on voit apparaître aujourd'hui physiquement dans les rues des personnes. Ça veut dire que la bataille idéologique, malheureusement, est bien engagée pour ces gens-là. Et comme vous savez, la traduction électorale n'a pas tardé sur le continent. On n'en parle même pas, les scores sont impressionnants, mais en Corse, pour la première fois, à l'Assemblée de Corse, on a 4 représentants du Front National. Bon, vous voyez, on est arrivé. En nombre, oui, mais la présence du Front National n'est pas nouvelle non plus. Est-ce Est-ce qu'il y a, bon, on sait aujourd'hui, on a vu le phénomène en Allemagne aujourd'hui, sans doute attribué à la politique de Merkel sur les migrants. Le phénomène en France continentale est quand même marqué depuis des années, voire des décennies aujourd'hui. Est-ce qu'on s'inscrit, nous en Corse, normalement dans un phénomène européen qui allie la peur, l'angoisse à des montées idéologiques, intellectuelles, telles que tu les as décrites à l'instant? Et est-ce qu'on a quelque chose de particulier en Corse dans cet ensemble-là? Ou alors est-ce qu'on est fondu dans un ensemble qui est à l'échelle européenne, au moins? Parce que Donald Trump aux États-Unis, c'est aussi une échelle occidentale qui peut nous inquiéter aussi. Aux États-Unis, il y a les mêmes phénomènes maintenant avec les candidats qui se présentent. Donc, à mon avis, c'est un phénomène mondial du monde occidental qui est là pour se protéger, pour défendre son précaré. Bon, il est là pour défendre des avantages acquis, bien entendu. Et il faut quand même reconnaître que l'Allemagne, alors je ne sais pas à quoi ça tient peut-être à une sorte de rédemption, mais le fait d'accueillir comme ça 800 000 migrants dans ce seul pays. Alors il y a aussi des intérêts tout à fait matériels, parce que d'un point de vue démographique, ils sont en difficulté, ils ont besoin d'amener du sang neuf en quelque sorte, et c'est pour ça qu'ils accueillent, ils en ont besoin pour leur industrie et tout le reste. Mais il y a quand même aussi un acte quand même assez noble dans le fait de pouvoir accueillir 800 000 personnes, alors qu'en France, je crois qu'il n'est même pas arrivé, les 10, je crois qu'il était prévu qu'il en arrive 20 000, mais même pas. Il est arrivé une dizaine de milliers. Et il y a des peurs qui se sont levées à partir de là. Moi, je crois que le phénomène est mondial, c'est un phénomène du monde occidental qui a besoin de se protéger sans doute. Il a fait son travail de recherche, on l'analyse, tout le monde l'a fait aujourd'hui, ça n'a rien d'original. Le travail de contrôle des ressources énergétiques au Moyen-Orient, c'est quasiment terminé. Quand on voit que les États-Unis se désintéressent aujourd'hui de ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est parce que tout simplement, vous le savez, ils ont acquis leur autonomie énergétique grâce à l'exploitation du gaz de schiste, donc, qui est refusé en France pour l'instant. Donc c'est toutes ces politiques-là qui ont entraîné ces phénomènes aujourd'hui, à la fois de rejet et à la fois de ce qu'on appelle le terrorisme. Ce n'est pas véritablement une guerre, c'est quand même du fait des interventions, je dirais, du monde occidental dans les pays où vous avez l'habitude d'aller se servir en ressources énergétiques, quoi. On ne peut pas l'expliquer autrement. Le malheur, c'est que ça donne ce que ça donne aussi dans la réaction, c'est-à-dire la montée de ce qu'on appelle les populismes, mais qui sont des formes de fascisme moderne, quoi. Ce livre, Jean-Pierre, témoigne aussi d'une qualité, enfin, d'un ensemble qui existe, d'un ensemble d'intellectuels quand même qui existe en Corse. Donc on dira ce qu'il y a dans cet ouvrage. Mais avant, par rapport au phénomène nationalitaire en Corse, certains analystes disent que le fait d'avoir eu des nationalistes aux responsabilités, le fait d'avoir un mouvement national en Corse peut agir comme un catalyseur sur les gens qui pratiquent l'exclusive aujourd'hui. Tu es l'incarnation même du contraire. Alors, quelle est ton analyse par rapport au courant nationaliste? Les déclarations aussi des 2 présidents de l'Assemblée de Corse ont été on ne peut plus claires. Après les événements du Jardin de l'Empereur, ils ont montré, et puis les déclarations du jeune Nicolas Battini là-dedans, c'est ça qui exprime ce qu'est, on ne va pas dire le vrai, parce que vrai ça ne veut pas dire grand-chose, mais ce qu'est le nationalisme depuis toujours. C'est-à-dire c'est un nationalisme d'accueil. Talamone a insisté sur le fait que la Corse fabriquait des Corses. Alors, je mettrai, moi, un petit bémol, non pas dans ce qu'il dit, parce qu'on le souhaite tous, ça, mais je ne sais pas si aujourd'hui, la capacité démographique de ce qu'il reste de Corse en Corse, la difficulté même de poser des accents toniques, comme on est en train de discuter tout à l'heure sur les mots corse, je ne sais pas si ce n'est pas la preuve qu'on aura de plus en plus de difficultés à fabriquer des Corses, quoi. C'est un peu quelque chose de l'ordre de l'utopie. Moi, je n'y crois pas trop. Concrètement, on n'en est malheureusement plus là. Jacques Thiers, qui t'a précédé ici, je l'ai entendu dire un jour à la télé, de manière tout à fait spontanée et naturelle, il a dit « C'est vrai qu'on parle de moins en moins le corse en Corse, mais on le parle mieux. » Évidemment, puisqu'à l'université, on forme des jeunes gens qui parlent le corse admirablement, en plus de la langue maternelle. Mais toi, tu dois le savoir, ceux qui parlent le corse
parlent leur langue maternelle, c'est vrai qu'on peut tout apprendre après à l'université. Et aussi peut-être que fabriquer des Corses, Voilà. ça Comme ça, n'est une pas manière de nécessairement fabriquer des aussi Corses. passer par la langue, c'est aussi Je ne sais peut-être pas si passer par des valeurs. si on peut être optimiste comme par des valeurs semblent l'être les deux oranges. élus de l'Assemblée de Corse, mais eux c'est normal, ils sont dans le jeu en quelque sorte, hein, ils se prennent au jeu. J'ai entendu un philosophe l'autre soir à l'émission de Philippe Martinetti, qui est un philosophe apparemment d'origine corse, qui s'appelle Grimaldi, et on lui a posé la question de savoir si ce que disait Jean-Guy Talamone correspondait vraiment à quelque chose, un peu la même question que tu poses, et il a répondu, mais Jean-Guy Talamone, il se prend au jeu, et comme tous les joueurs, il ne sait plus qu'il joue. C'est-à-dire que je pense qu'arrivé à un certain niveau institutionnel, on est dans le jeu, et peut-être qu'on se détache un tout petit peu de la réalité, bien qu'ils la connaissent, la réalité, parce que la Corse est une société de proximité, et chacun sait ce qui se passe exactement. Alors, on va entendre quelques extraits des textes, pas tous, parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour les lire tous exhaustivement. Quelques mots des contenus de ce Taradacolt, avec 35 auteurs insulaires, hein, tous de l'île. Les contenus, moi, j'aurais de la peine à l'analyser. Moi, j'ai publié le livre, j'ai contribué. Ce que je remarque, c'est que Xavier Casanova, ici présent, a fait la mise en page de ce livre. Alors, quand il a fait la première couverture du livre, et je le dis pour les jeunes gens qui sont là, il a fait comme on fait de partout sur le continent, c'est-à-dire antifa, vous savez, avec des couleurs rouges, noires, blancs, antifascistes, quoi. Bon, ça n'avait rien de très littéraire finalement. C'était un truc de combat politique comme ça existe sur le continent. Et c'est son fils qui habite Paris et non pas le Cap Corse. C'est pour ça que Taradacolt, ça vient quand même de Paris, hein, même si c'est passé par le sud. Bon. Et c'est son fils qui lui a proposé, qui lui a donné ce titre. Donc le titre vient d'un jeune professeur de Paris, un fils de Xavier, qui lui a donné ce titre. C'est un très joli titre. D'ailleurs, nous, on a appelé notre journée d'aujourd'hui, qui s'inscrivent dans les journées universitaires des arts et de la culture, Università d'Acolta. Donc on commence avec vous aujourd'hui, et puis il y a des tas de choses qui se passent sur le campus aujourd'hui. Et puis ce soir, à partir de 18h30, on aura aussi des jeunes étudiants, enfin des étudiants, puisqu'en général ils sont jeunes, de l'université qui viendront faire une soirée festive dans toutes les langues, hein, à partir de 18h30, espagnol, arabe, anglais, enfin tout ce qui existe sur le campus, puisque nous avons à l'université plus de 50 nationalités en moyenne par an, hein. Donc voilà, c'est une façon aussi de les rendre visibles, et c'est pour ça que l'accueil de cette présentation est importante pour nous. Oui, enfin moi je sens quand même une certaine unité dans diverses approches, par la langue, par l'histoire, par le poème, et on sent quand même une vraie sensibilité sur le Maghreb, hein, sur non pas des nostalgies, mais sur des rapports au passé, à l'Algérie. Et puis moi j'ai retenu aussi le thème de Teguim, qui nous est commun aujourd'hui, parce que l'université vous rencontre en poésie, et je pense que Teguim sera à la transition aujourd'hui. Voilà, Jean-Pierre, on va te remercier. On va accueillir Xavier Casanova pour une lecture, et peut-être deux mots aussi sur l'ouvrage. À subito. Bonjour. Bonjour Xavier. Donc, Xavier Casanova, comment on peut te présenter? Comme écrivain, éditeur? Plutôt comme une espèce de touche-à-tout. Touche-à-tout. Qui a volontairement essayé de toucher à tout en se disant un jour je vais tomber sur une petite île où l'industrie est si peu développée que si on ne sait pas tout faire, on ne s'en sortira jamais. Donc Xavier, un investissement par rapport à ton engagement, je dirais, habituel dans cet ouvrage-là, au niveau de sa maquette, de sa composition, et au niveau du texte aussi, puisque tu as écrit la 4e de couverture et un texte de préface. Oui, ce que je vais lire, ce n'est pas du tout le texte qui figure un petit peu en tête de l'ouvrage. Le titre qui figure en tête de l'ouvrage, Jean-Pierre a rapidement rappelé l'historique et puis ce moment particulier de la création du livre lui-même, tout texte étant réuni. Le texte que j'avais injecté, très exactement comme j'avais injecté d'entrée de jeu une couverture,
C'est un texte qui est essentiellement un texte écrit sur le ton du pamphlet, un texte qui cherche plutôt un ton violent et un ancrage dans une réflexion politique. Et puis, tous les textes sont arrivés, et là, j'ai vu que, alors que ce premier appel, que moi j'avais entendu comme un appel d'entrer en lutte contre la fachosphère, que tous les textes qui arrivaient étaient des textes très bien documentés pour certains, très bien imaginés pour certains, tous très très bien écrits, et d'une certaine façon, plutôt des textes paisibles que des textes qui auraient été dans la continuité du ton pamphlétaire de ce texte que j'avais introduit. On a dit ce qui s'est passé au niveau du changement de couverture, le passage d'une couverture qui était une couverture, allez, rouge et noir, les couleurs de minute, le cri, la révolution, etc., le discours fort politique habituel et entendu a en fait quelque chose d'autre. Mais la réflexion de mon fils Jean-Baptiste, mais bon, que je traduis, arrêtez de nous bassiner avec ces références idéologiques dites de cette façon-là, parce qu'il y a des lieux où on les dit, et c'est très bien dit, mais ça ne veut pas du tout dire que ce soit un langage qui soit un langage généralisé. Le combat, la lutte, l'affrontement, la provocation, c'est un registre qui existe quelque part, mais ce n'est pas le registre de tout le monde. Et c'est un registre qui, quelque part, est un registre extérieur. Regarde ce qui se passe en Corse, regarde si, dans la Corse, il n'y a pas un quelque chose qui est beaucoup plus fort que l'image du combat. Reviens aux valeurs de la Corse. Et c'est lui qui me dit, appelle ça, presque méchamment, appelle ça Taradacolta. Voilà. Et c'est comme ça que le titre est né. Donc là, on a aussi un cheminement qui est un cheminement qui va provoquer une transformation et qui va provoquer aussi une transformation dans la présentation du livre lui-même et dans ce à quoi on est à la recherche, et ce travail-là n'est pas terminé, et à la recherche d'un discours collectif qui nous permette de correctement gérer ces phénomènes. Jean-Pierre a fait allusion, phénomènes mondiaux, mais on a besoin, même si c'est mondial, d'avoir un discours qui soit un discours personnel, et si possible, un discours qui nous ressemble, et si possible, un discours qui nous rassemble. Alors, je ne lirai pas le premier texte, je vais lire le dernier texte, c'est-à-dire celui qui a été écrit une fois que tout le travail était fait, et qui est le texte de 4e de couverture. Nous t'écoutons. Je ne sais pas qui tu es, mais je te vois prendre le livre, le retourner, comme on pousse la porte de la maison pour voir s'il y a quelqu'un, le feuilleter, comme on glisse un regard à travers les persiennes entr'ouvertes à la recherche d'un visage. Viens! Ne reste pas sur le seuil, entre. Nous sommes à table. Une grande table, on pensait être une vingtaine et on s'est retrouvé à 35. Pause. Tu aimes les rêves? Viens t'asseoir à côté des poètes. Tu aimes les histoires? Viens à côté des conteurs. Tu aimes décortiquer le passé? Viens et approche ta chaise des historiens. Tu t'inquiètes du présent parce que tu entends tous les jours des propos qui te heurtent, qui te mettent en colère. Viens, je te présente ceux qui parlent le plus fort. Tu te demandes aussi pourquoi nous sommes là. Pour nous écarter un peu de ceux qui s'échauffent et hurlent à la ruine dès qu'un inconnu s'approche, sans rejoindre pour autant ceux qui froidement calculent les bénéfices à faire sur le dos du dernier venu. Alors viens, tu aimes la Corse, depuis toujours. Oh, qu'est-ce que tu attends? Entre, depuis peu. Alors assieds-toi n'importe où, et surtout sans façon. Chacun d'entre nous l'aime à sa façon. Merci, merci.
texte que nous prenons en notre compte ici aujourd'hui. On va continuer nos lectures. Je vais rappeler Jean-Pierre Santini pour une lecture de son propre texte. Non, c'est pas le tien. Ah, d'accord. Celui de Nicolas Battini, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, et que l'on accueille bien volontiers dans cette université qui est la sienne. Voilà, je vais lire un passage de son texte, pas en entier, parce que chaque fois que je lis Nicolas Battini et que j'évoque son nom, j'avoue que j'ai des pics d'émotion, donc je préfère résumer la lecture. Alors, il y a 2 siècles, Pascal Paoli démontrait, avec toute la grandeur d'âme qui le caractérisait, que l'héritage chrétien de la Corse trouvait son sens dans l'application des préceptes moraux qui le constituent et qui commandent à chacun d'aider les misérables victimes des turbitudes du monde. Le Samaritain, sur la route de Jéricho, n'en a pas fait moins. Pasquale Paoli combattait les préjugés de son temps et ainsi fit de la Corse une lumière qui éclaira toute l'Europe. C'est avec cet exemple ancré au plus profond d'eux-mêmes que les nationalistes corses doivent se présenter devant leur peuple. Nous ne saurions lutter pour l'émancipation de la nation corse sans nous rappeler ce qu'elle a représenté tout au long de son histoire. L'île des Justes, notre île, celle de la République paolienne, qui se dressa contre les terribles armées françaises et génoises, tout en offrant aux persécutés un havre de paix et de tolérance, celle de la résistance contre le fascisme, qui s'opposa aux armées italiennes et à la collaboration nazie, faisant de la Corse une terre épargnée par les déportations, celle des combattants du FLNC qui prirent les armes contre le colonialisme français durant 4 décennies pour les droits historiques d'un peuple sans jamais se tromper d'ennemi. La Corse, qui ne craint pas de s'opposer aux puissants de ce monde pour défendre la justice, la Corse qui tient en horreur le fait de s'en prendre aux faibles et aux démunis, l'héritage paolien humaniste et chrétien de notre peuple se résume à cela. Tâchons de nous en souvenir. Merci à lui pour cette contribution et pour sa présence même virtuelle ici. Nicolas Battini, ça nous permet d'avoir une pensée pour lui depuis l'université. On va continuer avec Marie-Paule de Luigi, qui a produit un texte qui s'appelle « Retour à Los Cerralbos ». Cerralbos, comment on... Oui, c'est ça, c'est espagnol. C'est espagnol, hein. C'est un texte qui traite de l'Algérie? Non, c'est... Pardon. Alors, moi, je ne vais pas lire mon texte, hein, je vais lire le texte de Dominique Périvine. Mais mon propre texte parle d'une enseignante qui travaille en France et qui malheureusement n'a pas forcément l'attention qu'il faudrait avoir pour tous ces enfants, pour tous ces élèves, voilà, de manière idéale. Elle a des soucis vis-à-vis de certains, enfin, du moins elle pense qu'elle a des soucis vis-à-vis de certains, et c'est tout. Je pensais discuter tout de suite sur le Lucien. On va en parler. C'est juste. Ça me perturbe. Jean-Pierre, on y reviendra tout à l'heure sur Peggy, mais parce qu'on va parler de ce thème-là. Étant enseignante moi-même, j'ai affaire à du racisme directement, des fois avec nos élèves. Moi, j'ai des tout petits, donc c'est plus rare. Souvent avec les parents, ça assez régulièrement, et parfois au milieu de mon propre milieu enseignant, on a aussi des réflexions qui parfois me hérissent le poil. Donc là, j'aurais pu faire avec des parents d'élèves, retracer une de mes anecdotes, mais j'ai préféré travailler du point de vue de l'enseignant, d'un enseignant qui vit ce racisme ordinaire. Voilà, donc je suis partie de là. En général, les enseignants sont plutôt bien armés sur la... Non, je sais, oui, enfin, on croit, on espère. Je n'espère, mais ils sont peut-être plus discrets. C'est-à-dire que les enseignants qui sont racistes, ils retiennent encore leurs paroles. Ils se lâchent moins. Tout ce qu'on peut voir sur Facebook, sur toutes les... C'est rarement des enseignants. C'est vrai qu'ils se retiennent encore. Voilà. Elle se lâche, mais dans son carnet intime. Son cahier journal. Dans son cahier... Non, cahier journal, non. Cahier intime. Cahier journal, c'est professionnel. Bien, donc lecture d'un autre texte de l'ouvrage, celui de Dominique, qui est ici présente. Voilà. Piferini. Celui de Dominique Piverini. Ok.
Donc, je ne le lis pas en entier parce qu'il est un peu long, mais il est magnifique. Il y a des passages absolument splendides. Il y a une poésie dans ces mots qui me hérisse le poil, mais dans le bon sens du terme. Donc, je l'ai pris à partir de la fin. Je vous lis donc la fin de ce texte. L'hiver, les oiseaux s'éveillent en chantant vers 7 heures. Il commence juste avant que le rose venant de la mer, que je devine orangé à l'horizon et sombre, encore à son ressac, n'affleure au ras de la montagne. Mais je suis au-delà des monts qui m'assiègent, enfermée dans mes terres, enchâssée dans l'absence. Ma ligne d'espérance est une montagne ondulée à sa crête, violacée, immuable. Jamais elle n'autorise une autre évasion que mon rêve de paix, ma désolante attente de l'y accueillir. Qu'apporteront les bateaux de ce nouvel hiver? Qu'auront-ils repris l'été venu? Mon bureau est un champ de mémoire, balisé des remparts et des douves que sont mes souvenirs. Montagnes et précipices s'ouvrent et se ferment devant moi, jalonnent ma difficile progression, et je ne tiens que l'air dans mes mains qui s'enroulent sur mes poings. Mon combat est de guerre, de femmes bras ballants, défigurées par la douleur. Mon cri, celui des partisans torturés, fusillés, exsangues, les anonymes de toutes les exactions. Mes chemins sont jonchés des cendres des morts, non réclamés, qui se mêlent à ma propre poussière, qui m'appellent et m'attirent et n'en finissent pas de me confondre avec toutes les luttes du monde. De la Grande Guerre à celle des partisans italiens, de l'Holocauste au geôle des Khmers rouges, de l'Espagne franquiste, du Chili, de l'Argentine, de la Corée du Nord, de l'Afrique du Sud, de toutes les colonisations, de tous les génocides, de toutes les barbaries. Je suis faite de vous, Sarah, Madeleine, Émile, Pablo, Ernesto, Paco, Marcel, Ephrem, Paul, Sang, Tom, Ratana, Felice, Marie-Louise et Milena. Leur folie m'a rendue folle. Votre nuit me recouvre. Je ne vois plus le jour me promettre un futur. Je suis la rémanence de tous ceux qui moururent, se demandant pourquoi la vie ne les avait pas aimés. Ces morts sans réponse, ces morts en question. Comment être sans vous et sans votre lumière? Comment recolorer mon cœur en deuil de la paix arrachée? Que puis-je faire, seule à la fin des récits qui n'en finit pas de nous détruire? Le réécrire sans cesse, encore, toujours? Ne jamais mettre un point final au texte? Avancer et aimer sans jamais renoncer, jusqu'à l'heure d'après. Pas la 25e de Vigile Georgiou, qui n'a plus de futur, que même la venue d'un Messie ne pourrait transformer. Non celle qui va se lever à nouveau et laisser l'encrier ouvert pour y tremper ma plume lorsque nous reviendrons, vous et moi, refaire l'histoire différente. Merci, merci beaucoup, très beau texte, effectivement. Il faut lire le début. Oui, bien sûr, on renvoie les lecteurs à l'ensemble des textes. On va continuer nos lectures avec Jackie Casano, que j'appelle ici à la table. Et oui, qui va nous lire qui a produit un texte, mais je ne sais pas s'il va lire le sien ou non. Donc celui de. Alors celui de Ange Mathieu Mésadre. Ange Mathieu Messadre, qui s'appelle Solitude et regard. C'est un texte très court en plus. Et en fait, si je l'ai choisi, c'est parce que je pense que j'aurais aimé l'écrire. C'est un poème, hein? Oui, c'est un poème, oui. Alors, je le lis. J'espère que je ne me planterai pas sur les silences et sur les... Parce que, bon, c'est pas forcément toujours évident. Les étrangers ont le regard triste des paysages lointains, dégérés par de grands murs de schiste usés au vent indistinct. Les étrangers ont le regard vieilli de la pierre, brûlante et laide, trop sombre, où sursoit l'existence arrachée aux versets d'âpres aubes altières, unies au pas meurtri des jours. On voit un fragile reflet suspendre la mouvance des corps. Ils sont quêtants, latent espoir du conte au réconfort de cendres, dans les yeux bleus fugitifs d'un passant. Merci, magnifique, oui, effectivement. Peut-être deux mots sur les vôtres. Il y a la préface et puis un texte sur la conscience aussi. Oui, c'est ça. Enfin bon, ce sont il faut dire que quand notre cher ami Jean-Pierre nous a réunis, il nous a donné, je crois, une semaine de délai pour faire des trucs. Alors, je crois que dans la semaine, j'ai dû lui en envoyer une dizaine. Et puis à un moment donné, je lui ai dit...
Bon, je m'étais d'ailleurs, à cette occasion, essayé au poème, ce que j'ai refait par la suite d'ailleurs, avec un peu plus de bonheur que les premiers. Et puis je lui ai dit, bon, écoute, je vais faire 2 trucs comme ça. Et comme on avait de grandes difficultés, j'avais fait la conscience d'abord, et comme on avait de grandes difficultés, en tout cas en apparence, à trouver de quoi faire une préface, donc je lui en avais proposé un qu'il avait gardé, et qui était celui-là beaucoup plus axé sur les Corses, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va continuer avec Dominique Piverini, qui, cette fois, va lire un texte, je ne sais pas si c'est celui de Marie-Paul Dolovici, si c'est un échange de bons procédés. Non, c'est celui de Jean-Pierre. C'est celui de Jean-Pierre sur Teguim, et donc, qui fera la transition d'ailleurs, parce que moi je vais lire quelque chose aussi sur Teguim. Je comptais lire un extrait de Jean-Pierre, mais bon, comme ça c'est fait. Trop tard. Donc je ne lis pas tout parce que, pareil, il est un petit peu long. Et donc pour ceux qui n'ont pas encore lu, c'est le père qui parle d'outre-tombe à son fils. À cette époque, j'étais absent. Comme tant d'autres, j'ai fait mon métier d'homme. Ceux d'en face semaient la terreur, nous ne les avions pas vus venir. Après longtemps de silence, la bête ressurgit. Tu es de ceux qui en ont pris conscience. J'espère que tu ne connaîtras pas la guerre comme je l'ai connue avec ceux qui m'accompagnent encore. Ensemble, nous avons souffert. Nous avons sacrifié notre jeunesse. Nous avons appris le silence et nous sommes entrés dans la nuit. Sur cette photo de groupe, tu peux mettre un nom, celui que je t'ai donné. Mais n'oublie pas les autres. Garde-les en mémoire. Marie, ta fille, ma petite fille, a compris l'importance de la transmission. Elle t'a proposé un voyage à l'île d'Elbe. Je sais que tu y penses depuis longtemps. Vous irez à Capoliveri. Aujourd'hui, c'est un charmant village, mais dans l'histoire, il a toujours eu de l'importance pour sa position stratégique. Perché sur un promontoire, il permet le contrôle de la circulation maritime. Le 17 juin 1944, nous avions reçu l'ordre de faire taire une batterie allemande qui y était installée. Je suis monté plusieurs fois à l'assaut avec ma section. Le 18, nous nous sommes accordés un moment de repos à l'ombre d'un figuier. La batterie allemande a tiré une dernière fois. En un éclair, j'ai vu ton image, et puis plus rien. Mais nous continuons d'avancer. C'est la devise des Goum. Zidoul Gudam, avancer devant. Je suis né en Tunisie et je parle couramment l'arabe. Goums signifie tribu ou peuple. C'est ma tribu. C'est mon peuple. Tu peux les nommer, et moi parmi eux sur ta photo de groupe. Gros René, Dubin Jacques, Santini Jean, Missoun ou Las, Hamed Ben Hassan, Mora ou Taleb, Lachen ou Achour, Ben Nasser ou Ishou, Moa ou Bassou, Mimoun ou Larbou, Hamed ou Bou, Mokhtar Ben Saïd, Basso ou Saïd, Basso ou Salah, Mohan ou Moha, Abdal Poueba, Amadi Ben Salah, Mbark ou Amou, Oulaïdi ou Ali, Saïd ou Adou, Hamed Helim Sigwen, Hamed Ben Bed, Moha ou Gis, Lassen ou Bassou, Amou ou Moha, Mohan ou Adou, Mohamed Ben Moha, Lassen ou Mes, Mohan ou Allah, Bassou ou Hamou, Khala Ben Larbi, Idir ou Moha, Rahim Ben Moha, Hamed ou Taleb, Mohamed ou Hamou, Lassen ou Hamou. Sur la plaque commémorative, il est écrit « Remplis du souvenir d'une lumière unique, leurs yeux se sont fermés aux brumes d'Occident. Seigneur, permettez que les durs guerriers de Berbérie qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire se tiennent contre nous, épaule contre épaule, et qu'ils sachent, oh qu'ils sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés. Si tu passes encore un de ces jours par le col de Teguim, n'oublie pas, mon fils, de venir nous saluer. » C'est un texte très, très émouvant et très important en même temps, parce que bon, Teguim doit devenir ce lieu du rappel. Hein. Moi, je vais lire ce texte de Jacques Philippe à la suite du tien, qui est très beau, scritto in corso. Teguim, bianco gelo di Teguim, negre e greste all'ingiro, bianca neve i monti, l'aspri monti Gabilia,
rosso come sangue sparto, come sangue i 20 anni, rosso l'amore di Khadija, negra e ma bella, rosse e labbra di zideli ballandoli all'ingiro, bianchi sorrisi l'amore perso, negro me sangue, bianco gelo di Corsica, negra l'erba in giro a me, cuso muscolo dolce di verano, rosso, umedulore i 20 anni. Je vais tenter une traduction rapide, mais le texte est très beau parce qu'à travers les couleurs, il évoque bien sûr à la fois les couleurs de la Corse dans laquelle ce jeune homme est tombé pour la liberté. Hein. Blanc, le ciel de Teguim, noir, les crêtes autour, blanche, la neige des monts, les monts amers de Kabylie, rouge, mon sang épars, mon sang de 20 ans, rouge, la mort de Khadija, noir mais belle, rouge, ses lèvres, lèvres des enfants qui dansent autour, blanc, les sourires de l'amour perdu, noir, mon sang, blanc, le ciel de la Corse, noir, l'herbe autour de moi, avec son odeur douce du printemps, rouge, ma douleur de 20 ans. Donc, Teguim, j'avais fait un texte il y a quelques années que les Sourdiens y chanteront, qui est une sorte d'hymne. Et bon, j'ai pas résisté au fait de lier un petit peu la thématique de façon à redonner au lieu. J'en avais fait aussi une chronique sur RCFM. Et j'avais eu pas mal aussi d'informations sur l'importance du lieu qui regarde les deux mers comme ça depuis là-haut. Tidime un stara tanto a sbarra, tidime o machinome sarà, una livetto stanna nebbia memoria, tidime une angelula, in la bocca brunu, in gelaba, ribomba, muame, inshallah, oime, libertà. Cusaidu tabor inariulato c'è Ali e Farida usolato, tutti quanti gli eroi d'una Corsica nuova, una terra straziata libera. Tidime un si vuole smenticare, ti dimme, ma chi non sarà? Un marocano sta, una nebbia memoria. Ti dimme, oggi bandiera chissà, usando in antaggi tutti i gelabà, d'ottobre 43, inshallah, oimè, libertà. Cusaid, uzzitero un ariulato, c'è Luis e Matteo ausolato. A nome di l'eroi saranno i corsinoi, i colori d'una Corsica d'Ava. Ti dimme, a tua vittoria, si sparte a ogni età, ti dimme a tua memoria. Oimé, Inch'Allah. Teguim ne tardera pas à apparaître. Teguim, mais quel est ce nom? Une olivrée est là, dans la brume de la mémoire. Teguim, ça n'est pas Angelula. Au col de Proun ou Angelaba résonne Mohamed, Inch'Allah, Oimé, liberté. Avec Saïd, le tabor qui se dresse, il y a Ali et Farid à ses côtés. Tous héros d'une Corse nouvelle, une terre meurtrie à libérer. Teguim ne veut pas oublier. Teguim, quel est ce nom? Un Marocain est là, dans la brume de la mémoire. Teguim est aujourd'hui un emblème qui sait le sang sur toutes les djellabas. En octobre 43, Inch'Allah, Oimé, Libertà. Avec Saïd, l'enfant qui se dresse, il y a Louis et Matteo à ses côtés. Au nom des héros, ils seront les nouveaux Corses, les couleurs d'une Corse d'aujourd'hui. Teguim, ta victoire se partage à tous les âges. Teguim, ta mémoire. Oimé, Inch'Allah. Voilà, la transition est faite. Et on va passer peut-être à une partie d'accueil, puisque bon, vous êtes venus avec vos textes, vos magnifiques lectures. Et en tout premier, on va accueillir quelqu'un de l'atelier d'écriture, qui est Maria Stefana Samarcelli, et qui va nous lire un texte de l'atelier, In corso. Puis via au microfono. Et ensuite, j'irai chercher l'ordi pour faire un texte de Philippa. Deux mots, Maria-Chte, sur les contenus de ce texte. On ne va pas le traduire en entier. O rapporto all'altro. Ma o rapporto all'altro senza parlare di nazionalità, di imparare a conoscere l'altro e imparare a campare una vita comune, una vita due. Dunque, mica rapporto a un'etnia, a una nazionalità, l'altro semplicemente in l'alterità. Di stiamo assente. L'ultimi raggi di sole si vedevano ere.
l'orizzonte era d'un arancio rosino come mai non l'ha visto, e a luna veniva a rincontra di un sole che piano piano si ineciutava. L'orizzonte era perdita di vista, fine un cinero. In gira a me un ciranoghe colore che riscalano il cuore e portanto in me tutto diradialato. Qualcosa mi mancava. Un rumore di un fiume di ragarco di senso. Paria che lo mi regalava in node di musica come se lo gabia un modulore. Tanto, tu e l'occhio e mi perdivo. Mi perdivo nei miei sogni e nei miei ultimi ricordi che per sempre mi avevano marcato. I ricordi, dirà tutto ciò che mi fermava, ciò che aveva di più prezioso. Un ricordo della nostra vita comune mi degna a gallo i giorni di frescura, che ciò che è accaduto dirà sincero, vero, firmava come una candela che mi farà lume in momenti oscuri e mai non si spengerà. Ma ricordava della dolcezza dei suoi gesti che mi assicuravano, il gusto dei suoi labbra che mi avevano imbriagato. Il suo profumo era stampato in me per l'eternità e mai non ho vissuto ritrovarlo in qualche sia d'altro. Il ricordo di questa persona mi ultulava il cuore, l'ho già ammirato in un passato e anche amato. Poi indovinare i miei pensieri più allontanati e i miei sogni più segreti. Una volta che era entrato in nostra vita, era come una malattia, un bigidava veramente. Ad un grido più di una volta scolonarlo per ste strette, sente il suo profumo che mi aveva tanto marcato. Riconosce il sorriso che tempi fa mi aveva reso innamorata. Quando lui ria, la dolcezza si faceva avere in la sua faccia. I suoi occhi, color di gelo, lucivano più che le stelle e mi facevano scordare di tutto fuori di ello. La cerco per ogni luogo, senza resto, la cerco senza trovarlo. Si dice che quando si parte si muore un poco, ma per ello non è vero. I miei ricordi d'ello erano sempre vivi, campavo in un momento e in un cuore. Pur se l'aveva lasciato a mia anima abbugiata, a sua persona picciava sempre il mio cuore. Era lontano da me, ma in un mio spirito firmava sempre. Un mio sguardo più bella meraviglia che ello non aveva conosciuto e dopo quello giorno non c'è più, ti è piaciuto. Aveva bisogno di ello, ma ello no. Mi domando spesso se lui pensa a me per momento come io penso a ello. Era il tempo di guardare ritratti di noi, la cadera di viaggiare nei suoi ricordi. Tante questioni che fermano senza risposta. La verità è questa, so sola invece che non so diramo due, e allora mi sono detta questa, se mi innamora di più di un'illusione che non essere, e a rompo di cuore appresso questa illusione, mi sono persa in via di avidezza di vita. Oramai io non ho tempo, e c'è l'impressione che la vita è vile e trabodia come il vento. Non si abbia il tempo di galarsi in un banco, di guardare la natura, di parlare a una persona sconosciuta, a terra gira troppo in furia, il sole si gira presto, i zideli corrono per giocare, i rendi corrono per lavorare. Non abbiamo mica il tempo di contemplare il mondo all'ingiro, la gente all'intorno, di campare, di dannegare, di profitare, di scoprire l'altro, d'aprirsi in un mondo e culture. Allora mi dico che ho già avuto la fortuna di imparare a conoscerlo, di spartire in connaître e di vedere ciò che liberamente di campare una vita comune. Merci. Stadoisigo. En fait, nous avons travaillé en atelier d'écriture sur ce thème-là pour préparer un petit peu cette journée. On n'a pas eu la chance d'avoir l'ensemble des étudiants, certains sont en cours. Mais en tout état de cause, ce texte-là, dans le rapport à l'autre, s'inscrit très très simplement comme une attirance et comme une complémentarité, sans en chercher les raisons, avec une certaine frustration, parce qu'après, les choses se font comme ça, et du coup, ça débouche sur une réflexion aussi. Mais enfin, moi, ce que j'ai trouvé de très beau, c'est ce rapport à l'essentielle complémentarité de l'autre, sans autre forme de questionnement ethnique, nationalitaire, juste cet essentiel de la complémentarité pour avoir ce rapport à l'altérité. Merci beaucoup. Elle m'a pris à 5 minutes, je vais aller chercher l'ordi, on se prend juste 5 minutes, comme ça on invite Jean-Pierre Duigeli et Nicolas Sorba à venir qui. Bien, moi je vais continuer avec les ateliers d'écriture, je vais lire le texte de Filippa Santoni, toujours dans le cadre de cet atelier. Quando ho cominciato, quando ho riso, quando ho pianto, quando sono cascata, quando mi sono rialzata, quando sono partita, sei tu che eri qui a fianco a me. Tu sei la donna di un silenzio, ma capace di alzare voci quando ci vuoi. Come il vento da orivanti a opponenti, sei tu che mi hai portata sino a questo punto che sarà
come principio. È stato un cammino assai difficile, passi e veni da un dolore a gioia. I tuoi parodi sono qui che mi hanno musciato che non ero mica sola. Ad un'amica, e anche mi pare che sta parola un'amica abbastanza forte da dire tutto ciò che ti hai fatto tu. Il tuo scontro è stato un principio delle mie costruzioni. È stata qualcosa, non si può dire il contrario, ti ha annarbata, ti ha acciaccata, ti ha pidato una stonda di tua vita e ora a te odurenda. Ti ha lagata certi volti a sogo, ha fatto un errore davanti a me. Mi domanderà sempre per chi sei stata, non ti ha mica ben trattata, non ha saputo apprezzare a enti che mi tenevano in gara, ha pidato st'amore come ottenuto, non ha mica fatto abbastanza sforzi, ha pidato un risico senza rifletta e oggi mi ne pento. C'è voluto un certo tempo ma ho capito. Voglio provare di chiappare ogni momento di paura che disparisce. Rimpianto è una parola tanta facile, tanta corta che riviene sempre nei discorsi tanti belli, ma assai sparisce nei nostri ricordi. Ma voglio dire che questo rimpianto stassi nei nostri menti. Non è mica un rimpianto come l'altro che se ne può andare, un vero rimpianto non è mica comune e conturbedia la nostra vita. È scambiato qualcosa nella mia vita, paura di essere sola, se ne è andata, ha paura di esclusione fuggita, ha paura di appartenenza a sparito. Ci sarà sempre un cruggiamento di nostri viti, anche così un più cammino più vicino. Ci scontreremo sempre nei menti, nei cuori. La spiccanza può essere difficile, ma sola è una spiccanza fisica, ci ferma qualcosa di più sodo che il tempo e a lontanezza un po' ne distrugge. Filippa Santoni. Voilà, on la remercie. Dans le même fil, hein, contrairement à ce qu'on pouvait penser, le rapport à l'autre ici est métaphysique et a été rendu par un rapport très très subjectif qui construit le soi à travers l'altérité et finalement c'est très très rassurant. Voilà, merci all'atelier di scrittura di un centro culturale universitario e ci sarà altre restituzioni di questo tipo e ringraziamo. E ora continuiamo con gli enti dell'università di Guip e da un momento d'accolta ai nostri amici, università d'accolta. Forse principiamo con Gian Pedro Giudigeli che parla appena l'assenza di Patrizia Cadaceca che doveva essere con noi dopo mesione si scusa perché è malata. Jean-Pierre ci ha dato un po' di poemi di Patrizia Cadaceca in stesso video. Ti stiamo assente. Je crois que je vais le faire sans micro. On m'entend. Jacques Thiers. Je peux commencer par Jacques Thiers ou pas? Mais j'aime pas trop le micro. Ah, d'accord. Alors, il y a un premier poème qui si chiama A bocca piena. A zitto e tuppa a bocca piena due galletta di mastugà. Longa o gustone a mano e corsa linda, o gesto lesto che strappa l'anni una manada di fiori di mastugane e stonde gomezzidello. Una vragnada e i fiori biolini, i stagnunacci aspettano. Bande risantus impernado e franca sobrappigno. O bastone cresce in bocca. Scuppieranno le campane. Domenica de giore ci lamperemo a botti l'onda di Igherudi. O scrimesimi di lingiulie considerano di cresce in bocca e rincresce a die cose di burto. Circe a scrina sotto all'ascelle e in cima a gosce. Un poco di stubu e a di gaccio. O geruggio mastuga i bianti serati di Edo. Edo non piangono, strasiediano e basta. E i pensieri l'uomo, gobi di zimbinà. L'uomo non ha pensieri, godeno e ugiuli di gioia.
All'occasione beienu selliso contrariati. Allora, mastuga, un dolce di lua galletta a bocca piena, di cose da un dì. Voilà, ça c'était Jacques Thiers. C'était un peu au pied levé. Donc maintenant, voilà. Un mondo il è domani, di Badrizia. A te chi porti un mondo il è domani, per i tuoi sogni di grano e di bone, e un tuo sguardo d'acqua linda, in duelli rudiano l'oceano. Per le tue speranze scarnite e tutte promesse vane. A te usale di aida, a te abage, a te a oggi di l'umano. A te chi porti un uomo di adodara per i dobezzi storia, a fogo, a faro, a sede, beccia, chi s'appuppa una lagrima, sfiadata bell'orizzonte chi si intuppa e udo gelo chi si gaggia. Solo conosce a calcina, o sudore, l'ore spiumbate di a notte in calaletto, o agio a mare d'un solo senza calore, a bena biwa e uso morso in mito petto. À quoi te porte, à toi qui portes le monde dans tes mains, pour tes rêves de blé et de pain, et ton regard limpide comme l'eau où rugit l'océan, pour les espoirs sans objet et les promesses vaines, à toi le sel de la vie, à toi la paix, à toi la voix de l'humain, à toi qui portes le nom de la terre, pour tes lambeaux d'histoire et de feu, l'ardeur de la soif qui boit les larmes du désespoir, pour l'horizon qui bute sur les cieux qui se figent. Tu ne connais que poussière et sueur, les heures de plomb sur des nuits de civière, l'âpre baiser d'un soleil sans chaleur, la douleur vive quand elle mord en ton sein. Voilà. Un nome migranti. A colla o vango tui miseria gugido, di stadara verida, ti lasci l'urto per impetà a guida chi t'abreso borte. Si domani d'imbida, chi ne sarà a sorte? Se piado a vara e rise e ganzone, se pisuso le sbanido ganto, e ti lascia l'agnone di verma solo un nome d'ambidati d'altre vole, muschi d'altre bassione. Franca l'onda di un mare, senza saber chi mondo in uallo di aronda. I destini, un soppari sotto a chi cieli noi. L'ore, sbucciano rai. Chi tia su saratoio, chi fortuna, oh, chi guai? E si scalado guigio a noto alante, a spone o dovango tu i bolvera, e distanto, petroaccio una grotto, un core, una sorgente, l'amore come un porto. Ti verma solo un uomo, un esilio, una spera, beadara dilletta, in due tutti ne guai. Merci. Excusez-moi, j'ai accroché sur quelques mots. Merci, toujours dans le thème. Rivenite. Oui. C'est difficile de passer après Jean-Pierre. Hein? Oh, quand même. Ah, thème impression, lui. Forse direi diamo un pochi di poemi tuoi per principiare, o allora facciamo un scambio avec Nicolas Sorbe, on se lit mutuellement quelques poèmes, toujours sur le thème de l'autre, de cette journée de convivialité, rapport à l'autre. Hein. Je rappelle que cette journée est consacrée au vivre ensemble, au rapport à l'autre, etc., dans l'université même, puisque l'université est une institution qui accueille aussi plus de 50 nationalités et qui seront visibles toute la journée, aussi toute la soirée.
Lampedusa, un prima poème qui, bon, Lampedusa dice beh o tema, ce lieu, cette rive, che a Corsica ni può essere una. O leggo, o prima. In a terra di un tempo ruru, per buscare un sogno meno scuro, c'è un battello di aspiranza contro la miseria partanza, che ci troveremo come scusa per spiegare a Lampedusa. A uno alla piatto, a non su un barco arriscato, si cerca l'occhia o coraggio per un'essa più bucindaggio, se come si nasce si muore e chi ci teniamo sciocuri. Azzingando mari e cori, o vento attizza o timori, scuzzula, sa navigata, sostrinti pa amarigliata, l'Europa è come un sogno, di continenti un matrimonio. Ma tanto ci sono due e uno un sprimi usaure. In a terra di un tempo duro si prega un luogo sicuro, paridi a sulla speranza saranno sciavrati danza. Oggi è davanti a su scempio che è giunto un tempo di un pianto, ma si erano sbarcati l'avariamo accolta pitrati, che ci troveremo come scusa per spiegare a Lampedusa. Voilà, très beau poème qui, pour ceux qui n'auraient pas compris, explique un petit peu ce mariage impossible, ce divorce permanent entre les deux rives de la Méditerranée, qui pourtant est présenté comme cette terre de milieu. Terra d'Accolta, qui rejoint le titre d'aujourd'hui, second poème de Nicolas Sorbe. Qui n'a pas été inspiré de Terra d'Accolta. C'est Terracolta, en fait. Pardon, à Terracolta. Oui. Terracolta. C'est un jeu de mots. Et ces poèmes sont assez récents, finalement. Et, tous inédits, pour le moment. Tous inédits, oui, effectivement. Et je pense que tous les événements qu'on a évoqués tout à l'heure, que vous avez évoqués tout à l'heure, ont certainement produit ces poèmes. Et puis c'est vrai que lorsqu'on fait la liste de tout ce qui s'est passé en quelques mois, c'est assez effrayant. Et c'est certainement tous ces événements qui ont fait que cette thématique revient en fait dans mes écrits. Je ne m'en étais pas aperçu. C'est quand j'ai préparé la journée que je me suis dit, en fait, c'est une thématique que j'ai abordée l'année dernière, tout simplement. Voilà, il y a trois personnages, ça égrène des noms, un petit peu comme tout à l'heure Dominique Piverini avait égrené un passage magnifique, ce chapelet de noms différents ici. Il y a un Murador Sardo qui si chiama Mica. Si chiama Mica, e Murador Sardo. Si chiama Mica. C'è Ahmed e poi c'è Antonio. Nu silenzio di oggi un Murador Sardo che piano piano scialba una casa ti vacci. Longo nera qui duiaggio, nanta scoda, cucini e l'uomini vicini gli daranno coraggio. Nu stragio è campato, ma in un luogo che soio, e così se n'è andato in un amaro cordoglio. Ahmed in isoloca, in mi volia spiegare, in mi volia moscià, ma una divacia parla. Oh, ma quanti de dura di scambiare di lingua, di la cava midda, a sua vita e scopre una vita. Uno stragio è campato, ma in un luogo che è soio, e così se n'è andato, in un amaro cordoglio. In un silenzio Antonio, un travadatore vero, per sfassare la dispero, chi c'era un bisogno, o vento si portò qui, regalando un sorriso a sua moglie, per fargli fiorì a gioia, tanto un sorriso. In una tara sono sbarcati, in un silenzio è allappiato, in un luogo che va e soio, spazzando l'amaro cordoglio. In una tara sono sbarcati, in cui porti sempre a parti, senza paura di qui d'altro, a nanta tara accolta. Bravissimi. Sono canzoni all'inizio, sono pensati per essere cantati. Per cui si vengono i beati. Per cui ci arriva di nuovo. Davora, et c'est le regard. La narrativité indique le regard de quelqu'un qui vit dehors et qui est exclu, bien entendu, par la société. A spesso un si busca a circa così ciò che è un agio, ciò che ho bisogno, per me è un sogno. Poco è un mangiare roba di qui e ciò come un vo, sempre qui che è lampato, ricuto alla piatto.
pa campan stu mondo me lo una grondu alla furtu. Strada di destino, non si può capire, e qui da che taggio, e qui da chi mai è pregata, d'animo invidiata. Occhi fritto fora, un vo sparì, s'aspetta usoli, si bi un bussò piano piano, pa pure scaldarci, pa campan sto mondo, un me lo una grondu alla furtu. E sa conosciuto mi viene a vergogna, fuggi me loca, l'ora di scappassa vicina, per me è ruina. Oh, lume avvena, non si può stiarì, l'ora benistà, un vo affaccare l'aspetto, faccio u battipetto, ma come è successo? A me colpa concesso, a paleso. Bravissimo. Un ultimo. Ida Isosogna. Alors, ça c'est plutôt extérieur, plutôt... Oui, oui, ça parle d'une langue qui a disparu, une langue du Chili. Il faut savoir qu'au Chili, dans les années 50, il y avait une étude qui avait répertorié environ 500 langues. C'était sûrement une erreur, hein, puisqu'il comptait les variétés, etc., comme étant des langues. Mais il devait bien avoir au moins la moitié, 250. Et aujourd'hui, on va dire que c'est pas 80% de ces langues ont disparu. Et parmi ces langues, le chamiro parlait par cette dame qui racontait qu'elle rêvait en sa langue et qu'elle ne pouvait pas raconter ses rêves, puisqu'elle parlait espagnol et sa langue maternelle, donc le chamiro. Et cette dame m'a inspiré ces chansons Ida Isosogna. Beaucoup de langues qui disparaissent chaque année. Ida Isosogna, in un silenzio nasce un creaturo vivo che piano piano cresce, a sua storia vi scrivo. Quanto una conosciuto dola, oggi un sole si sdraia, dopo tant'anni ferma sola parla una lingua, d'un sogno è campata, ma no silenzio che soio, a sua vita se n'è andata, e un paranimo un guaio. Ida l'isosogna, i mi volia contà, presa dai dimonia, una divacia parla, ma asa tu quanti de unica, all'ampa ubriono, quanti da si litica, incunidda e basta si posprima. In un sogno è campata, ma no silenzio che soio, a sua vita se n'è andata, e un paranimo un guaio. No silenzio nasce un creaturo vivo, che piano piano cresce, a sua storia vi scrivo. O vento si porterà, spazzando a sua porta, una ida che sciuararà, a storia tanto sarà morta. In un sogno è campata, ma in un silenzio che soio, a sua vita se n'è andata, e un paranimo un guai. In un trosto è campata, ma in un rimoro che un soio, a sua lingua se n'è andata, e un pari animo un guaio. Ti ringraziamo, Monda. C'est une chanson qui sera dans le prochain disque. C'est une chanson qui sera enregistrée demain à Ajaccio. Tu deviens le spécialiste de la mort des langues, puisque je rappelle que Nicolas Sorbin fait aussi un très beau poème sur la mort du Bonifacien, qui est une vieille variété ligure qui est parlée dans la petite enclave de l'extrême sud. Qui est toujours parlée. Et qui malheureusement va disparaître, faute de générations qui la parlent. Les langues ne meurent vraiment jamais, ce sont les locuteurs qui s'en vont. Voilà, vous avez reconnu la magnifique variété de Sartène dans le parler corse. Hein. C'est à peu près la même là que je vais lire. I parabuli bianchi, infungendo i tetti stanimuti, non tai muri rigi, figliolani stedi, prichendoci lagnosi e sottomissi, un'acquata cathodica. Les paroles blanches, jouissant des toits, sont muettes sur les murs gris. Elle regarde les étoiles, implorant basse et soumise une averse cathodique. Ouais, ça, ce sont des poèmes qui sont le résultat d'un voyage au Maghreb, et donc les paraboles sur les toits m'avaient... Amina, l'automandilli mi veni senza dilla, divani una vella. Amina, j'ai souvent envie de faire de ton voile une voile. Donna, uelu diatopenna integrali, mascariglia stu mondo ingrato, carco di rena in dell'occhi, usimun soffia in ogni deserto.
Femme, le voile de ta peine intégrale masque ce monde ingrat, plein de sable dans les yeux. Le simoun souffle dans tous les déserts. Les strigoni. Alors, les strigoni, deux mots pour expliquer ce que sont les strigons, mais enfin, bon, quand même à faire les strigons, ce sont les géants du chant 10 d'Homère de l'Odyssée et qui sont censés être arrivés dans les bouches de Bonifacio. Alors, il y a une hésitation entre Porti, je me rappelle le nom, enfin un petit port de Santa Teresa di Gallura en face, et Bonifacio. Donc nous, bien entendu, on a récupéré le mythe vers Bonifacio, et les Lestrigons sont passés chez nous, et j'en ai fait un poème. Lestrigoni. Intrimu in stu porto conosciuto strabeda marinari e dienti, da una parte e l'altra s'arrizzani i scoli di natura potenti. Una bunaccia bianca a sirena o locu, né venti né sussurro. Di l'altra maladetta, chi sgrigì a speranza d'un ritorno sicuro, a prima la menavi la zingu all'entrata da parà ogni sorti, un resto accustò in le rinadi offerti a ridosso di morti. Ommi d'una natura o natura di l'ommi. Sbaroni sti giganti di tozzi e pianguloni, l'assalto fu lampatto e a strage tamanta. Quali viveci sparì così forti a stirpa i gursi pellegrini. In l'indegno comune so tanti come me di viaggi di ruina. I meomi soffranti, polsi, imbruccati e poi mangiati carri e ossa. Cascani cente più, pareva domandato una stonda alla possu. Qual setti, o lo strigoni? Sarete i parangoni d'una arroganza che non conosci più ciughi. Chi Dio concepì di lo mondo sti mucchi? Vogliamo sapere che pani vi nutria e chi sapori via. Vogliamo sapere che paci si pordia e che mondo s'apria. Vogliamo sapere purri avoni strappata. Chi mi resi uvora e un altro destino. U pianto di rimei mi si umegori in dolu, ogni spera in pulvina. Nous entrons dans ce port bien connu des marins et des gens. De part et d'autre s'élèvent les roches d'une puissante nature. Un calme blanc rassérène le lieu, ni vent ni brise, de cette outre maudite qui déchira l'espoir d'un retour assuré. J'amarre mon navire, le premier, à l'entrée, à toutes fins utiles, le reste accostera dans les plages offertes, en cet abri de mort. Hommes d'une nature ou nature des hommes, les géants apparurent, de blocs et de rochers, l'assaut fut ordonné, le désastre et la mort. Qui vous fit différent, si fort, à massacrer de pauvres pèlerins? Dans l'indigne commun, combien sont, comme moi, de voyage et ruines? Mes hommes sont égorgés, broyés, assassinés, puis dévorés entiers. Ils tombent, sans et plus, pour avoir demandé un instant à l'abri. Qui êtes-vous, les strigons? Sans doute paragon d'une arrogance qui ne connaît pas les faibles. Quel Dieu put concevoir les plaies de ce monde? Nous voulions juste savoir quel pain vous nourrissait et quel goût il avait. Juste savoir quelle paix vous animait, sur quel monde elle ouvrait. Juste savoir. Malgré cette amarre tranchée qui me rendit le large et un nouveau destin, mon cœur était en deuil, en pleurant tous les miens, mes espoirs en poussière. Ouais, je crois qu'on a fait un tour d'horizon un petit peu dans la rencontre entre les amis poètes, intellectuels qui se battent contre le racisme, l'exclusion, la xénophobie.
Nous aussi, à l'université, nous nous battons contre le racisme, l'exclusion, la xénophobie, tous avec nos pauvres armes, qui sont celles de la connaissance, de la parole, de la poésie. Jean-Pierre, j'aimerais que tu viennes conclure en 2 mots avec nous ce petit moment, peut-être soit par un extrait, soit par un mot. Et en tout cas, à une prochaine, peut-être ailleurs, en Corse, avec nous. Je te passe le mien. Voilà, la seule chose que je voudrais dire, après avoir entendu tout ça, le travail de l'atelier d'écriture, vos poèmes, etc., nous sommes à disposition à Fjordigard, bien que ce soit une maison d'édition militante, je vous précise tout de suite, nous sommes à disposition pour faire un second exemplaire de Tarragalt. On pourra mettre Tarragalt si vous voulez, mais c'est pas un problème. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire comme conclusion, c'est qu'on offre nos services une arme supplémentaire. Tu as parlé des armes de l'université, voilà, nous on offre cette arme modeste, mais qui peut donner plus d'ampleur, si vous voulez, aux textes, et aux textes qui ont été magnifiques, qui ont été rédigés dans le cadre de l'atelier d'écriture. Donc vous savez qu'on est là pour les éditer, voilà, c'est simple. On retient la proposition, voilà. Nous ça nous fait plaisir, et puis Jean-Pierre, voilà, très sérieusement, nous avons toujours sur la même thématique. Tout autre, du moment que c'est la thématique de l'être ensemble, de l'autre, etc. En tout cas, les rencontres servent toujours à quelque chose et à des productions. On retient la proposition des amis universitaires. Merci à vous d'être là et à la prochaine.